Donc bonjour à tous, on va commencer ce webinaire, donc cette série de webinaires qui débute aujourd'hui et qui va se prolonger tout au long de la semaine. Donc là, on est sur la deuxième session qui va porter sur l'agrivoltaïsme, donc un sujet qui n'est plus vraiment nouveau puisqu'on en entend beaucoup parler, notamment sur ces quelques dernières années et notamment cette année puisqu'on a enfin eu un décret qui a précisé voilà, quelques règles pour ces projets agrivoltaïques. Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous apporter des réponses et notre interprétation de certaines notions, notamment en réponse à des questions que beaucoup de clients peuvent nous poser, assez concrètes sur des projets. Donc on a vraiment pris ce parti de vous faire cette présentation sous forme de questions-réponses. Et bien évidemment, à la fin de la présentation, il y aura aussi un moment d'échange pour que vous puissiez nous poser vos questions. Donc, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc déjà, les intervenants. Donc, je suis accompagnée d'Alizé Loiseau, qui est responsable du sujet agrivoltaïque chez AgroSolutions, un sujet qu'on travaille depuis 2020. Et moi-même, donc, responsable des agri-énergies, donc agrivoltaïsme et méthanisation. Donc, rapidement, une petite présentation d'AgroSolutions. Donc, AgroSolutions, on est un cabinet de conseil en agro-environnement. On fait partie du groupe InVivo, qui est une union de plus de 200 coopératives agricoles réparties partout en France. Au final, on touche la moitié des agriculteurs, ce qui nous permet voilà, d'avoir un vrai pied sur le terrain. Nous, AgroSolutions, on a notre siège qui est basé à Reims, mais on a des bureaux voilà, répartis sur le territoire français. Tac. Donc, je vous disais que notre ADN, c'est vraiment le terrain, l'expérimentation. En effet, ça s'illustre par le fait que depuis 1975, on anime un réseau d'expérimentation. Donc, un réseau d'expérimentation, en fait, ce sont des tests qui sont faits au champ pour apporter du conseil aux agriculteurs via les coopératives sur des intrants, des produits que peuvent utiliser les agriculteurs et puis déterminer les performances agronomiques, environnementales de ces intrants. On a aussi une plateforme dédiée à ce type d'expérimentation, à cette recherche depuis 2020, donc, qui s'appelle OpenField, qui a été notamment construite dans le cadre de la troisième voie de l'agriculture, qui est la stratégie que l'on porte à l'échelle de Bioline. Voilà pour ça. Donc, au-delà de notre du coup, ADN très agronomique, très terrain, hop, ça nous tient à cœur de nous reposer sur un certain nombre de références scientifiques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous caractérise. Là, on vous a mis quelques exemples, notamment sur le climat. On a le projet Carbon Pink qui visait à rédiger la méthode du label bas carbone en grande culture à l'échelle nationale. Plus récemment, on travaille sur le projet Marvic, qui a une ampleur plutôt européenne, où on participe au déploiement de la feuille de route de carbone farming. Après, on a d'autres projets que je ne vais pas forcément dérouler là, mais qui, à chaque fois, voilà, vont vraiment s'appuyer sur la recherche et les référents techniques sur ces sujets-là, donc biodiversité, sol notamment. Voilà. Donc, AgroSolutions, donc si on revient au cabinet de conseil en agro-environnement qu'on est, on travaille sur 6 thématiques tout au long de la chaîne de valeur de l'agriculture. Donc, bon, vous avez les thématiques sous les yeux, je ne vais pas rentrer dans le détail. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est les agri-énergies. Donc, par agri-énergie, aujourd'hui, chez AgroSolutions, on travaille sur, je le disais, la méthanisation, l'agrivoltaïsme, bien évidemment, et on débute sur le sujet des biocarburants aussi. Donc, comme vous le savez, le secteur de l'énergie
enfin, en tout cas, la transition va passer aussi par la production de plus en plus d'énergie renouvelable. Et qui dit énergie renouvelable dit souvent des projets de territoire et donc en lien direct avec le monde agricole. Donc c'est pour ça qu'on se positionne sur ce sujet-là et on essaie de faire voilà, l'interface entre les énergéticiens et le monde agricole. Donc enfin, levier qu'on déploie, hein, je disais, tout au long de la chaîne agricole, de l'amont jusqu'à l'aval avec les industriels agroalimentaires, voire les distributeurs, tout en passant par les acteurs du territoire, qu'ils soient privés, énergéticiens, acteurs de l'eau ou publics, notamment les collectivités. Et je passe la parole à ma collègue. Pour rentrer, dans le vif du sujet, donc sur le webinaire, donc là, on a fait le choix, comme Camille vous l'a précisé au début, de s'attarder sur le contexte réglementaire et de répondre à quelques questions fréquentes qu'on reçoit de la part de nos clients et partenaires. Donc juste à titre de rappel sur la réglementation. Donc, on a la loi APER qui a été publiée en mars 2023 et on attendait donc un décret d'application pour différents arrêtés. Donc, le décret d'application, il est paru en avril et l'arrêté du 5 juillet 2024, donc très récent, avec notamment les conditions pour le suivi et les sanctions sur les projets. Et il reste encore à venir un arrêté, mais qui viendra plus tard, sur les technologies éprouvées, qui sera basé sur des données collectées par l'ADEME sur des technologies et donc des systèmes qui auront fait leurs preuves au niveau agricole. Et notamment aussi un texte très important sur l'adaptation des règles du fermage pour les projets agrivoltaïques et la création a priori d'un bail rural à clause agrivoltaïque pour protéger les agriculteurs. Très rapidement, donc sur la partie service dans la réglementation, ici on ne va pas s'attarder dessus parce que sinon ça nous prendrait bien plus d'une heure. Mais ça nous paraissait essentiel juste de rappeler très rapidement qu'un projet agri-PV, il doit apporter au moins un des 4 services suivants que sont l'amélioration du potentiel et de l'impact agronomique, l'adaptation au changement climatique, la protection contre les aléas climatiques ou l'amélioration du bien-être animal. Et en même temps qu'apporter un de ces services, ne pas porter d'atteinte substantielle à l'un d'entre eux ou une atteinte limitée à 2 d'entre eux. Pour nous, pourquoi c'est très important dans la conception d'un projet parce qu'il faut orienter sa stratégie de développement d'un projet, qu'on soit agriculteur, acteur du monde agricole ou développeur, sur le besoin agricole. Ça veut aussi dire que le service doit être apporté dès la mise en service de la centrale. Oui, on parle d'adaptation au changement climatique, mais c'est l'adaptation au changement climatique actuel, puisqu'il faudra que sur les sites agrivoltaïques, il y ait des résultats sur les services et sur la production agricole dès sa mise en service. On ne peut pas argumenter d'un service qui sera rendu d'ici 15-20 ans. Il faut vraiment qu'il y ait un impact immédiat. Et surtout, s'assurer dès le départ de l'implication et de l'engagement du ou des futurs exploitants de la centrale agrivoltaïque pour concevoir un système adapté à leurs contraintes de production. Concernant la définition de la parcelle agricole, donc vous avez peut-être noté que le décret propose une définition qui diffère de la définition du code rural. Donc, c'est une notion importante à avoir en tête, notamment derrière pour le calcul du taux de couverture qui est assez déterminant dans ce type de projet. Donc ici, en fait, on considère vraiment une parcelle donc agrivoltaïque comme une zone d'une implantation en fait continue de panneaux photovoltaïques. Donc on a essayé de faire un petit graphe, mais en fait au sein d'une parcelle agricole, on peut avoir plusieurs parcelles agrivoltaïques s'il y a une discontinuité qui s'opère. Donc voilà, c'est quelque chose à avoir en tête. Alors nous, dans notre interprétation, mais c'est pas comment dire, c'est pas vérifié ou c'est pas écrit tel quel, mais tout ce qui est zone de tournière, passage, piste, etc., qui sort du coup de cette zone, ne serait pas considéré dans la surface de la parcelle agrivoltaïque. Donc, comme je vous le disais, c'est une définition donc, déterminante derrière dans le calcul du taux de couverture, puisqu'on va venir sommer ces surfaces en divisant du coup par la surface totale.
Finalement, qu'est-ce qu'on prend concrètement pour calculer le taux de couverture? Donc, pour des panneaux fixes, c'est assez simple, on va prendre la surface qui est projetée au sol. Pour des panneaux qui sont mobiles, comme c'est le cas ici, sur l'illustration, on va prendre la surface qui est projetée au sol quand les panneaux sont horizontaux, donc quand ils vont voilà, prendre le maximum de place. On peut aussi se dire que si on a des interrangs qui sont toujours fixes, alors on vient calculer finalement le taux de couverture grâce à l'interrang. Donc sur l'illustration, on le voit bien, on dit qu'on a un interrang de 12 mètres au final qui ne bouge pas. Et puis on a une couverture pardon, de 4 mètres. Donc voilà, on arrive à 33%. Donc en tout cas, nous, dans la conception sur le projet, on considère de bien prendre en compte, pour faire ce calcul, de bien prendre en compte ces définitions, d'être vigilant parce que c'est très déterminant derrière dans l'acceptation des projets. Un point important, c'est que si on a plusieurs technologies, alors le taux de couverture, on ne peut pas faire une moyenne en fait. Il faut qu'il soit conforme. Chaque parcelle agrivoltaïque doit être conforme à un taux de couverture qu'on va voir juste après. Voilà pour cette partie. Ensuite, on va aborder 3 points très importants qui sont tous liés les uns aux autres. La notion de production agricole principale, de production agricole significative et ensuite de revenus durables. Sur la production agricole principale, donc là, pour que notre projet ait une production agricole considérée comme principale, il y a 3 critères cumulatifs à respecter. Le premier, c'est qu'il faut qu'il y ait maximum 10% de la surface de la parcelle qui soit rendue non exploitable dans la zone agrivoltaïque. Donc ça compte les pistes, les bâtiments et les surfaces d'ancrage notamment, et tout ce qui sera artificialisé. Et potentiellement, il peut aussi y avoir des surfaces additionnelles sur la parcelle, des zones d'enclave ou des zones sous des hauteurs trop basses qui vont être inaccessibles et non travaillables, qui seront aussi à compter dans ces zones non exploitables. Sur le critère d'adaptation à la pratique agricole, donc là, le projet doit s'adapter à la circulation des animaux et du matériel agricole, aussi en termes d'écartement et de hauteur des panneaux. Et sur le taux de couverture qu'on a évoqué juste avant, pour les technologies qui seront éprouvées, il y aura un taux qui sera fixé par arrêté. Pour les projets supérieurs à 10 MW crête, ce taux de couverture, ce sera 40% maximum. Et si c'est inférieur à 10 MW crête, il n'y aura pas de limite. Dans la limite ensuite de la production agricole significative qu'on va voir par la suite. Pour la partie surface rendue non exploitable, ce qui nous semblait important d'évoquer aujourd'hui, c'est le cas spécifique des bandes enherbées, qu'on rencontre notamment dans les systèmes de grandes cultures, où en fait, au pied de vos panneaux, vous allez forcément avoir une distance de sécurité entre les engins agricoles et les panneaux, pour la partie qui est cultivée en grande culture, et donc la mise en place d'une bande enherbée au pied de ces panneaux. Une question qu'on a souvent, c'est ces bandes enherbées sont-elles considérées comme exploitables? Donc nous, notre réponse sur cet aspect-là, c'est a priori oui, mais sous certaines conditions. Pour que ce soit exploitable, il faut quand même qu'il puisse y avoir des travaux agricoles dessus. Donc par exemple du semis ou de la fauche. Et de notre point de vue, il faut pouvoir maintenir les aides PAC sur ces surfaces-là. Donc aujourd'hui, dans les exploitations agricoles, ils ont une obligation de mise en place de 4% de surface d'intérêt écologique sur leur surface agricole. On compte notamment dedans les jachères mellifères qui sont semées par exemple avec du trèfle blanc, du trèfle violet ou d'autres espèces. Et typiquement, ces bandes enherbées au pied des panneaux, elles pourraient être valorisées dans ce cadre-là de surface d'intérêt écologique. Aujourd'hui, il n'y a pas de confirmation à 100%, mais en tout cas, c'est un sujet qui est souvent évoqué, par exemple, notamment au niveau des instances où on est avec la coopération agricole. Ces bandes enherbées, c'est important de pouvoir les valoriser et potentiellement derrière de réorganiser l'assolement de l'exploitation qui est concernée pour que ces bandes enherbées passent dans les SIE et que les parcelles qui avaient été mises en SIE puissent revenir en culture afin qu'on respecte le taux de surface d'intérêt écologique qu'il y avait sur l'exploitation avant projet ou qu'on s'aligne avec la PAC si actuellement c'était en dessous de ce taux-là. Sur la conception des projets, il y a un certain nombre d'impacts, notamment sur la partie 10% de surface rendue non exploitable. Aujourd'hui, on s'aperçoit par exemple qu'il y a une certaine importance de la taille et de la forme des parcelles.
Quand on a des parcelles très allongées et peu larges, avec les pistes de bordure et les infrastructures, finalement, on arrive assez facilement à ce 10%. Donc ça, c'est à prendre en compte dans la sélection des parcelles. Pour l'adaptation à la pratique agricole, il y a certes l'adaptation au matériel actuel de l'agriculteur, mais il faut aussi prendre en compte du renouvellement potentiel de matériel et prendre des tailles un petit peu classiques, des dimensions classiques, parce que la centrale va être en exploitation pendant 30 à 40 ans. Il ne faudra pas oublier, bien sûr, les zones de retournement des engins agricoles pour les manœuvres aux extrémités des rangées. Quels que soient les systèmes, privilégier le monopieux, justement pour faciliter la circulation des engins agricoles. Et dans le cadre des panneaux sur tracker, pour la circulation du matériel, ce sera très important que l'agriculteur ait la possibilité de lui-même de forcer l'orientation des panneaux lors de ses travaux. Et il y aura aussi bien sûr la question de l'adaptation à plusieurs types de production agricole possibles avec la pérennité du dispositif dans le temps. Donc ça, finalement, ces étapes-là de la production agricole principale, elles sont à voir dès le début dans la conception, le plan de masse du projet. Ensuite, pendant le projet, il faudra qu'il y ait une production agricole significative. Donc, qu'est-ce qu'on appelle une production agricole significative? Pour les technologies éprouvées, ce sera évalué en fonction d'un référentiel à venir. Pour les technologies non éprouvées, qui sont aujourd'hui tous les projets à date, l'évaluation du caractère significatif, il va être évalué selon différents critères en fonction du type d'activité agricole. Sur tout ce qui est production végétale, il faudra pouvoir assurer sur la parcelle agrivoltaïque un rendement supérieur à 90% de la référence de la parcelle ou du témoin qui est sans panneau. Ça veut dire maximum 10% de perte de rendement. Sur les élevages de ruminants, donc ovins, bovins et caprins, il faudra que la biomasse végétale sur la parcelle, donc la pousse de la prairie, soit pareil, supérieur à 90% du témoin, et qu'on ait un taux de chargement à l'échelle de l'exploitation agricole sur les surfaces accessibles aux animaux qui soit aussi supérieur à 90% de la situation avant projet. Donc le taux de chargement, ça correspond au nombre d'animaux que vous avez par hectare, sachant qu'il y a des équivalences ensuite derrière qui sont faites entre des ovins, des bovins et des caprins pour avoir la même méthodologie de calcul. Et enfin, pour les monogastriques, donc ce qui est porcin et élevage avicole, il y a uniquement le taux de chargement par rapport à la situation avant projet qui sera pris en compte parce que ce n'est pas des animaux qui vont valoriser la ressource fourragère sur les parcours. Maintenir ces niveaux de rendement et de productivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut surtout dire qu'en fonction des types de production végétale et des zones climatiques, le taux de couverture, il devrait être adapté et souvent strictement inférieur aux 40% évoqués par la loi si on veut pouvoir maintenir les rendements. Ou bien avoir, si on a des panneaux mobiles, une rotation des panneaux adaptés pour avoir un partage lumineux suffisant pour les cultures et suffisant pour assurer des niveaux de rendement corrects. Sur les parcelles en grande culture, aujourd'hui, on voit beaucoup de systèmes avec des trackers où il y a certaines cultures qui sont plus possibles en termes de hauteur, comme le maïs. Donc ça veut dire que potentiellement, il faudra envisager des modifications des rotations sur les parcelles agrivoltaïques et ou une réorganisation de l'assolement sur les exploitations. Mais ça va aussi potentiellement avoir des impacts sur l'économie des exploitations agricoles. Et donc là, on arrive sur le troisième critère, où certes, il faut maintenir les rendements, mais aussi un revenu agricole durable. Donc là, sur le revenu agricole durable, on a deux cas. Soit l'agriculteur est déjà actif et déjà installé, soit il va s'installer sur le projet. Donc, si l'agriculteur est déjà actif, le revenu agricole qu'on va regarder, c'est le revenu agricole moyen après l'implantation du projet, avec une moyenne sur 5 ans, une moyenne olympique, par rapport à la moyenne avant projet. Il y aura bien sûr des ajustements en fonction du prix des marchés, du prix des intrants, etc., et de l'évolution de l'exploitation agricole, mais en tout cas, on va comparer le avant-après. Dans le cas d'un nouvel agriculteur, on va comparer le revenu avec des exploitations locales du même type. Donc là, il y a potentiellement des références a priori départementales et des référentiels qui vont être mis en place pour pouvoir évaluer ces impacts-là. En termes de mode de calcul, donc ça, c'est l'arrêté du 5 juillet qui l'a précisé. Le revenu agricole, ça va être l'excédent brut d'exploitation.
auquel on va ôter les revenus directs et indirects liés à l'installation agrivoltaïque. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas en compte dans l'EBE les loyers ou les indemnités versées à l'agriculteur pendant l'exploitation de l'installation agrivoltaïque. Et on ajoute à cela la rémunération du travail et les cotisations associées, notamment pour vérifier que l'agriculteur ne diminue pas sa rémunération en tant qu'exploitant agricole. C'est-à-dire qu'il ne diminue pas la part qu'il prend pour cotiser à sa retraite, parce que par ailleurs, il reçoit un loyer qui lui assure un autre revenu. Donc ça a plusieurs impacts sur la conception du projet. Ça veut dire notamment que les aspects de la performance technico-économique des futurs ateliers de production doivent être pris en compte dès la conception du projet, notamment avec des études de faisabilité économique ou des études d'installation. Ça veut aussi dire que le projet il doit être cohérent et la surface non exploitable limitée au maximum pour ne pas diminuer l'EBE, parce que forcément, si on enlève des surfaces, potentiellement, même s'il y a un gain de rendement avec les projets, ça ne va pas forcément compenser la perte pour l'agriculteur. Donc ça, ce sera évalué en fonction des systèmes, mais ça veut dire qu'en tout cas, il faut potentiellement limiter le pourcentage de surface agricole des exploitations dans les projets. Nous, on conseille de se limiter à maximum 30% de surface. Mais en tout cas, sur la plupart des projets, dans les projets agrivoltaïques, on est à peu près à 5-6% de surface non exploitable. Donc, si vous perdez 5-6% à l'échelle totale de votre exploitation, ça va avoir un impact économique. Par contre, si vous perdez 5% sur 30% et qu'en plus, il y a un petit gain de rendement sur la surface cultivée, là, l'impact économique sera neutre ou voire positif. Donc, en tout cas, ça, il faut vraiment le prendre en compte. Et si jamais il y a un nouvel atelier de production, c'est très important justement ces simulations économiques pour voir la valeur des nouvelles productions, les charges associées, où on doit quand même avoir un bilan positif par rapport à ce qu'il y avait précédemment et une cohérence territoriale aussi derrière pour la commercialisation et potentiellement la transformation. Donc une autre question qui nous est souvent posée, c'est sur l'implantation d'une zone témoin sur le site agrivoltaïque. Donc chaque installation agrivoltaïque hors projet d'élevage doit se référer à une zone témoin. Donc il existe des exceptions, notamment quand le taux de couverture est inférieur à 40%, si on considère, enfin si le préfet en tout cas considère qu'il y a une incapacité technique à créer une zone témoin, alors ça peut être une exception. Donc le développeur, dans ce cas-là, devra le justifier. Ce sera le préfet qui aura le dernier mot là-dessus. S'il existe une installation agrivoltaïque similaire au niveau départemental ou régional, qui a une zone témoin et des conditions pédoclimatiques équivalentes, alors ça pourrait être également une exception. Et enfin, si en fait, on utilise une des technologies agrivoltaïques qui sera dans la liste des technologies éprouvées, liste qui aujourd'hui n'est pas encore publiée. Donc nous, on considère que implanter une zone témoin, c'est quand même, c'est essentiel. Au final, même quand c'est pas forcément obligatoire, donc notamment pour des zones d'élevage ou alors là, on rentre dans les exceptions. Mais en fait, pour nous, une zone témoin, il faut vraiment qu'elle soit je dirais, aux portes de la parcelle agrivoltaïque, puisque pour avoir une parcelle témoin, pour qu'on puisse comparer vraiment toutes choses égales par ailleurs, il faut qu'on ait des caractéristiques pédoclimatiques équivalentes, ce qui est plus difficile quand on va faire référence à un autre projet départemental ou régional, parce qu'en agriculture, on peut avoir quand même des épisodes climatiques localisés. On a mis l'exemple du gel ou de la grêle. Donc voilà, donc dans l'idée, c'est plutôt de pouvoir mettre une zone témoin, si on en a la possibilité, vraiment juste à côté de la parcelle agrivoltaïque, de réaliser des analyses de sol pour être sûr que la zone témoin, même si elle est proche, elle est finalement soit sur une zone homogène. Voilà, et donc du coup sur l'élevage c'est pareil, donc il n'y a pas aujourd'hui d'obligation de se référer à une zone témoin. Pour autant, il va falloir justifier qu'il y a un maintien de la production de biomasse à hauteur de 90%. Donc pour pouvoir le justifier, on conseille de mettre une zone témoin en place.
qui va avec la zone témoin, c'est aussi le suivi agricole. Donc, toutes les installations agrivoltaïques sont soumises à un suivi agricole. Donc, tous les ans, il va y avoir un certain nombre d'informations qui vont être transmises à l'ADEME sur le rendement généré, la qualité des productions, le revenu agricole, des conditions climatiques. Donc, cette liste, elle va être précisée par l'ADEME sûrement dans les mois qui viennent. Après, il va y avoir aussi des rapports de contrôle et de suivi qui vont être envoyés, donc avant la mise en place de la centrale. Ensuite, un rapport de contrôle lors de la 6e année d'exploitation. Et puis après, en fait, la fréquence, elle va différer selon le type de techno. Donc, vous voyez sur la slide, soit tous les ans, tous les 3 ans, tous les 5 ans. Ce qui est important ici, c'est que le suivi purement agricole, il va être réalisé par un organisme scientifique ou par un institut technique agricole, donc typiquement une coopérative agricole, la chambre d'agriculture ou un expert foncier agricole. Donc, il y a une liste qui a été diffusée, je crois, en même temps que le décret. Et ensuite, il va y avoir donc le rapport de suivi qui soit réalisé par le même organisme que le suivi, soit par un autre organisme. Dans tous les cas, l'organisme ou la structure qui va faire le rapport de suivi et de contrôle ne doit pas être partie prenante au projet. Donc ça, c'est des termes qu'on a essayé un peu d'éclaircir, je dirais, que notre service juridique. Nous, notre compréhension, c'est que partie prenante du projet, typiquement, là, on parle d'une implication économique, donc un développeur, par exemple. C'est un organisme qui ne doit pas participer à son instruction, donc là, on pense plutôt aux membres de la CDPENAF, ou à son exploitation, donc au sens large, exploitation côté énergie ou agricole. Voilà. Mais pour autant, si demain la coopérative du territoire est impliquée d'une manière ou d'une autre dans le projet, financièrement, par exemple, sur du co-actionnariat, et du coup, on exclut la coopérative de ce rôle de suivi et de contrôle. Donc voilà, c'est des notions à avoir bien en tête pour, dès la phase de conception du projet, cibler les bons acteurs. C'est quand même fortement apprécié de fournir des conventions de suivi au moment du dossier du dépôt de permis de construire. Donc voilà, donc c'est bien déjà de se renseigner sur les partenaires pour ce suivi et d'anticiper du coup avec l'agriculteur ce qui sera à remonter en termes de données. Voilà pour cette partie questions-réponses et je repasse la parole à Lysée sur l'offre. Donc oui, on a fait le choix de se concentrer sur certaines questions parce que malheureusement, on ne peut pas répondre à tout en 45 minutes. Mais maintenant qu'on a abordé ces sujets-là, pour nous, c'était important de vous montrer ce qu'on peut proposer en termes d'accompagnement sur les projets. Globalement, sur l'offre agrivoltaïste, ça va d'accompagnement stratégique d'acteurs coopératifs ou de développeurs ou d'acteurs de la finance sur le développement de l'agrivoltaïsme de l'entreprise ou ses stratégies d'investissement. Avec des actions de formation aussi d'équipe projet. Des étapes d'évaluation de préfaisabilité de projet pour voir un peu s'il y a un potentiel projet sur la zone, si vraiment il y a un service à rendre à l'agriculteur et à la production agricole avant de se lancer dans le développement d'un projet. Et ensuite, en phase de développement, nous, notre objectif, c'est de pouvoir vous accompagner du démarrage avec l'accompagnement agricole pour être bien sûr de respecter toutes les demandes de la réglementation en termes d'adaptation à l'activité agricole, d'adaptation aux besoins de l'agriculteur et à son matériel, des études technico-économiques bien sûr, des services apportés et des études préalables de compensation agricole. Et on peut assurer également, nous, les suivis ensuite en phase de production sur les sites AgriPV, l'expérimentation, comme vous l'a expliqué Camille au début, et le suivi agronomique de projet, c'est des choses dont on a l'habitude et qui sont inhérentes à l'ADN d'AgroSolutions avec les réseaux d'expérimentation qu'on a avec les coopératives agricoles du réseau InVivo. Et pour aller un petit peu plus loin, ensuite, si vous le souhaitez, donc au niveau d'AgroSolutions, on lance une nouvelle offre de formation. Vous aurez notre catalogue disponible sur notre site internet si ça vous intéresse.
Sachant que nous, depuis 2020, on accompagne nos clients en fonction de leurs besoins, qu'on a créé des formations aussi pour répondre à ces enjeux et qu'on a souhaité les organiser et les structurer pour pouvoir mieux répondre aux besoins qui sont exprimés par nos clients et qui sont potentiellement des besoins que d'autres entreprises ou sociétés peuvent avoir. Donc, dans ce catalogue, vous trouverez à peu près une dizaine de formations sur des sujets très variés. Bien sûr, l'agrivoltaïsme, mais aussi l'agriculture pour former les équipes aux enjeux agricoles. Et ensuite, des fresques du climat ou de la biodiversité, par exemple. Enfin, ça, on vous laissera regarder si ça vous intéresse. Euh, et pour la suite de la semaine, donc là, le webinaire d'aujourd'hui sur l'agrivoltaïsme, c'était le deuxième de la semaine. Et il y a d'autres thématiques sur l'agriculture de précision, les sols ou la résilience alimentaire, par exemple, si ça vous intéresse. Vous pourrez retrouver le programme également sur notre site internet. Et la session de demain, c'est sur l'AgTech au service du monde agricole et agroalimentaire avec des retours d'expérience de ferme leader. Donc voilà pour nous pour la présentation d'aujourd'hui et on va pouvoir passer aux questions. Alors, dans les questions, on a une question de Soa pour savoir s'il y a différentes activités agricoles pour le même projet. Est-ce que ça impacte également la parcelle agricole pour vous? Oui, parce que une parcelle agricole, c'est au sens de la loi APER, c'est bien une zone continue de panneaux, mais il faut aussi qu'il y ait une unité agricole. Donc, si vous avez différentes productions, il faudra regarder les taux de couverture et l'adaptation à l'activité agricole par production agricole et même par couple de technologie production agricole. Ensuite, on avait une question de Cyril sur les taux de surface inexploitables. Donc oui, par contre, le taux de surface inexploitable, ça se fera bien à l'échelle de la surface clôturée. En tout cas, c'est comme ça que nous, on l'a interprété. Alors, après, on avait une question sur la zone témoin en élevage, du coup, qui n'est pas obligatoire. Donc ça, c'est vrai. Et ce qui est précisé, c'est qu'il faudra qu'il y ait minimum 90% de maintien du rendement par rapport à un référentiel. Par contre, en fait, aujourd'hui, on ne connaît pas encore ces référentiels et la parcelle que vous aurez en élevage, son potentiel agronomique, ce sera potentiellement pas le même que celui qui sera mis dans le référentiel. Euh, et vous avez tout intérêt en fait à ce que finalement votre référentiel soit celui que vous ayez en propre sur la parcelle. Donc c'est pas obligatoire, mais nous on vous conseillerait pour que vous ayez bien des données comparatives d'une même zone, d'un même contexte pédoclimatique et d'un même potentiel de rendement à comparer plutôt qu'un référentiel qui aujourd'hui n'est pas connu. Et dont vous ne savez pas à date quand vous développez votre projet quel sera ce référentiel et quelles vont être les données prises en compte. Si ça se trouve, les données de rendement qui sont prises en compte dans ce référentiel seront plus hautes que la productivité actuelle de votre parcelle. Et donc forcément, dans le cadre de l'exploitation agrivoltaïque, potentiellement, votre potentiel de rendement sera plus bas, mais parce que vous partez d'une situation initiale où le potentiel de rendement est bas. Ces référentiels, aujourd'hui, on ne sait pas s'ils seront mis en place par département, par zone de potentiel de rendement et sur quelles données. C'est pour ça que pour vous sécuriser à l'heure actuelle, nous, on vous conseillerait de prévoir une zone témoin, quitte à ce que si vous voyez que ça correspond ensuite plus tard, dans quelques années, à un référentiel local et que vous n'avez plus besoin d'effectuer de suivi sur cette zone témoin, que vous n'en ayez plus besoin, mais au moins vous l'avez prévu au départ. Alors, ensuite, il y avait une question. Est-ce que de notre point de vue, les prestataires qui ont élaboré les études agricoles ne sont pas considérés comme partie prenante au projet? Alors,
pour ça, nous, on a consulté notre service juridique qui nous a expliqué qu'en tant que bureau d'études AgroSolutions, et c'est le cas pour d'autres bureaux d'études, on n'est pas considéré comme partie prenante au projet si, en fait, notre prestation est indépendante et n'est pas dépendante du résultat de l'acceptation du projet ou pas par la CDPENAF puis le préfet. C'est-à-dire que si on réalise l'étude préalable agricole, nous, on la réalise et on donne un bilan, mais on ne prend pas la décision quant à la construction ou pas de la centrale et notre prestation reste la même que le projet soit autorisé ou pas. C'est le même principe qu'un bureau d'études environnementales, finalement, qui va faire l'état initial environnemental, mais qui n'est pas partie prenante parce qu'il n'a pas de participation financière dans le projet, et donc va pouvoir faire l'état final environnemental pour contrôler le projet. En tout cas, nous, à l'heure actuelle, c'est ce que notre service juridique nous a dit, et on leur fait confiance là-dessus. Après, peut-être que ces données-là seront précisées un peu plus tard ou l'arrêté modifié, notamment sur le fait qu'aujourd'hui, ceux qui font partie prenante de l'instruction ne peuvent pas assurer les rapports de suivi et de contrôle. Et par définition, aujourd'hui, les chambres d'agriculture siègent à la CDPENAF, donc elles ont une voix dans l'instruction des dossiers. Ce qui veut dire, à l'heure actuelle, au sens du décret, elles ne peuvent pas effectuer les rapports de suivi et de contrôle. Par contre, de notre compréhension, elles peuvent réaliser le suivi, mais pas les rapports. C'est-à-dire qu'un développeur, c'est pareil, il pourrait avoir le matériel de suivi et collecter les données, et par contre, il ne pourrait pas réaliser le rapport derrière, parce qu'on a bien dans le décret les organismes scientifiques, instituts techniques, etc., qui sont indiqués comme pouvant assurer le suivi, et il y a bien les chambres d'agriculture dans la liste. Et par contre, dans l'arrêté qui précise les organismes qui peuvent réaliser les rapports de contrôle et suivi, là, on a bien la précision que ne peuvent pas réaliser ces rapports ceux qui sont partie prenante ou participation d'instruction ou sont une exploitation. Donc, j'espère que ça répond à la question. Alors, que se passe-t-il si la production sous panneau n'atteint pas 90% de rendement du témoin? Donc, déjà, la première possibilité, c'est vous n'avez pas 90% de rendement, mais vous avez une augmentation significative de la qualité et le préfet peut vous accorder une dérogation. Donc ça, c'est la première possibilité. Il y a la possibilité aussi de l'accident climatique ou de l'accident de rendement, auquel cas il faudra le justifier, mais ça peut faire partie d'une dérogation aussi. Ce qu'il faut regarder quand même, c'est que c'est la moyenne c'est une moyenne sur plusieurs années qui va servir à ce calcul. Donc les résultats seront quand même glissés. Et par contre, potentiellement, si vous n'atteignez pas au bout de plusieurs années ces 90% minimum de rendement, il pourra y avoir des sanctions, mais vous pourrez aussi faire des actions correctives. C'est pour ça, par exemple, que sur des panneaux fixes, ça va être très difficile de faire des actions correctives. Par contre, si vous avez des panneaux sur tracker où vous avez la possibilité, via un algorithme, de modifier la rotation, potentiellement, ces actions correctives, vous pourrez les effectuer en modifiant la rotation des panneaux pour améliorer la production végétale. Et normalement, si il y a vraiment une grosse perte de production agricole, il peut y avoir jusqu'à une prononciation de démantèlement de la centrale. Alors, dans le cas de changement d'activité agricole, grande culture vers élevage par exemple, comment peut-on calculer le revenu durable? Donc là, ce qui sera bien regardé, c'est à l'échelle de l'exploitation. Donc ce revenu-là, il doit rester identique ou supérieur à la moyenne. Et en fait, ça va être calculé sur la totalité des ateliers parce que le revenu durable, il n'est pas calculé sur la parcelle agrivoltaïque, mais bien à l'échelle de l'exploitation. Mais c'est pour ça que s'il y a un changement d'atelier, il faut vraiment faire cette étude prévisionnelle. Enfin, c'est bien de la faire dans tous les cas, mais d'autant plus s'il y a un changement d'atelier pour vérifier qu'avec les modifications de production, on aura bien a priori un revenu qui sera suffisant. Donc là, c'est vraiment des études technico-économiques qui vont être faites pour évaluer ça.
Alors, ensuite, il y a une question, pourquoi les tournières ne font pas partie de la parcelle agricole à considérer? Donc, en fait, il y a deux choses. C'est pour nous, au sens de la loi, le taux de couverture est à calculer sur la surface continue de panneau. Donc, s'il y a des interruptions avec des tournières ou des pistes ou même une zone où il n'y a pas de panneau, on ne peut pas la prendre en compte dans le calcul du taux de couverture. Parce qu'en fait, finalement, ce qui compte pour la production végétale, ça va être le taux de couverture à l'intérieur d'un interrang et pas à l'échelle d'une parcelle globale clôturée, parce que c'est sur cet interrang qu'on verra l'effet de l'ombrage et des panneaux. Par contre, il faut bien la prendre en compte, la parcelle clôturée, pour tout ce qui va être zone non utilisable, bâtiments, surface d'ancrage, pistes, etc. Donc c'est vrai que en fonction de ce qu'on calcule, finalement, on prend deux zones différentes. Nous, c'est notre interprétation à l'heure actuelle. Peut-être que là-dessus, il y aura des précisions apportées. En tout cas, pour la partie taux de couverture, vraiment, le mieux, c'est de prendre la surface la plus restrictive, c'est-à-dire le taux de couverture à l'échelle d'un interrang. Vous avez parlé des Z-Pack. Comment calculez-vous les surfaces admissibles aux Z-Pack? Alors, ce qui est mis dans la réglementation, c'est que si le projet est agrivoltaïque, il pourra recevoir les Z-Pack, sauf sur les surfaces non exploitables. Donc, ça veut dire que globalement, de toute façon, quand vous allez faire l'instruction de votre dossier, vous allez dire que votre projet fait, mettons, 20 hectares et qu'il y a 1 hectare de surface non exploitable. Ça veut dire que potentiellement, de notre compréhension, l'agriculteur pourrait déclarer à la PAC 19 hectares. Par contre, il ne peut pas déclarer la surface non exploitable. Ce qui pourrait être fait, notamment pour les bandes enherbées, c'est vraiment les découper et les déclarer comme surface d'intérêt écologique. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de la PAC, par exemple, si vous avez un arbre ou une haie, c'est des zones que vous déclarez, c'est des sous-zones sur vos parcelles PAC qui sont dans les surfaces de calcul. Donc là, on pourrait avoir le même type de découpage, même si aujourd'hui, il n'y a pas 100% de certitude là-dessus. Par contre, dans la loi sur la partie aide-PAC, c'est bien dit que si le projet est agrivoltaïque, il y aura les aides-PAC sur la surface exploitable. Il y a un pendant là-dessus aussi, ça veut dire que si votre projet est considéré comme agrivoltaïque au départ et qu'en fait on s'aperçoit qu'on ne maintient pas le niveau de rendement, que la production agricole n'est pas significative, en fait ce sera plus considéré comme un projet agrivoltaïque. Donc là, l'agriculteur va perdre les aides PAC a priori. Oui, alors, avec quelle certitude les bandes enherbées sous les trackers sont considérées comme surface exploitable en grande culture? Aujourd'hui, c'est pas sûr à 100%. On l'espère. Au niveau du groupe de travail dont on fait partie avec la coopération agricole, c'est des sujets qu'on a abordés et que la coopération agricole essaye de mettre, de discuter avec les instances publiques. Mais en tout cas, étant donné, ça aurait quand même une certaine logique parce que comme les agriculteurs sont obligés d'avoir ces surfaces d'intérêt écologique, les utiliser à ces endroits-là, sachant qu'en plus, par exemple, sur surface d'intérêt écologique, en général, sur des haies ou des infrastructures, on considère qu'il y a un effet sur environ 15 à 20 mètres derrière l'infrastructure. Il y aurait une logique à avoir des bandes enherbées justement tous les 15, 20, 25 mètres au pied des rangées qui font des corridors un petit peu écologiques. Mais donc aujourd'hui, là-dessus, non, on n'a pas de certitude totale. Donc, tout en haut, il en manque là. Celle n'a pas répondu. Oui, ça on a Est-ce qu'elle répondu. dit- Oui, ça on a répondu. Ok. C'était bon. Je pense qu'on a répondu à peu près toutes les questions. Et effectivement, pour la question, est-ce que la présentation sera disponible? Oui, elle sera présente sur notre chaîne YouTube à partir de la semaine prochaine. Et est-ce qu'on a une... Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions.